Dis donc, mon Pacalou, ton histoire d'énergie cinétique de rotation, là, avec ta danseuse, c'est quoi même? Ah, tu as encore soif d'apprendre, ma petite Smarty. Oui, oui, trop même, mon Pacalou. Bon, et puis c'est toi qui fais mes textes, alors j'ai pas trop le choix. Je me disais aussi, Smarty. Bon alors, Smarty, l'énergie cinétique de rotation vient du fait qu'un objet peut tourner sur lui-même, plus ou moins vite. Comme une toupie, mon Pacalou? Mais oui, Smarty, c'est bien vu. Ou alors comme la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures et qui nous fait connaître ces phénomènes de jour et de nuit. Alors cette fois-ci, la formule est un peu différente. Ben, ça ressemble beaucoup, mon Pacalou. T'as juste changé un M par un Z et le V par un signe que je sais pas lire. Oméga, Smarty, oméga. Alors, cela est dû au fait que l'objet a une vitesse de rotation autour de lui-même, oméga, et que la masse n'est pas exactement sur l'axe de rotation, l'axe X, là, comme sur le schéma. Mais la masse est répartie autour de cet axe, à une distance plus ou moins proche de cet axe. Et on remplace la masse par le moment d'inertie J, qui est en quelque sorte le résultat de la répartition de la masse autour de l'axe de rotation. Je vois, mon Pacalou, je vois. Mais ce J-là, il vaut combien du coup? Eh bien, ça dépend de la forme de l'objet lui-même, Smarty. On n'est pas rendu aux croquettes, là. Tu as déjà faim, Smarty? Bon, alors prenons un exemple simple. Une sphère avec une masse répartie de manière homogène dans cette sphère. Comme par hasard, une sphère. Pourquoi tu dis pas une balle de golf, mon Pacalou? Bah, Smarty, le hasard fait bien les choses. Alors calculons ce J, là, ce moment d'inertie, pour une sphère. On peut dire que chaque tout petit morceau de la balle a une énergie cinétique liée à sa vitesse de rotation et surtout la distance r de l'axe de rotation. Sa vitesse v de ce petit morceau vaut oméga r. Ah bon? Et pourquoi, mon Pacalou? Eh bien, on l'a déjà vu dans une vignette précédente, Smarty. Et ce petit morceau, avec sa toute petite masse dm, a pour énergie cinétique 1 demi de sa masse dm v au carré. Et donc 1 demi de dm oméga r le tout au carré, et donc ça nous donne 1 demi de dm oméga carré r carré. Et donc l'énergie cinétique totale, c'est la somme de tous ces petits morceaux d'énergie cinétique. En physique, en maths, on calcule une intégrale pour faire la somme. J'ai donc l'énergie cinétique de mon objet total, c'est l'intégrale de 1 demi de dm oméga 2 r2. Alors comme oméga est indépendant de dm, je le sors de l'intégrale. Ça me donne donc 1 demi d'oméga au carré, intégrale de r au carré dm. Alors maintenant, il me suffit de poser j égale cette intégrale, là, intégrale de r au carré dm, et on retrouve notre formule. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de grand J oméga au carré, avec le moment d'inertie J de la sphère qui se calcule comme l'intégrale de r au carré dm. C'est bien beau ça, mon Pacalou, mais ça vaut combien ton intégrale, là? Eh bien, calculons-la. Pour cela, je vais passer en coordonnées polaires pour une intégration plus facile. Et je considère toujours que l'axe de rotation, c'est l'axe des abscisses, l'axe des x, mais qui passe donc par l'origine. Et pourquoi ça, mon Pacalou? Eh bien parce que sinon, Smarty, J peut être différent. C'est ce qui est complexe avec l'énergie cinétique de rotation. Cela dépend totalement de la forme de l'objet et du centre ou de l'axe de rotation. Bon, donc je retourne à mon intégrale. Voyons ce que cela donne sur une sphère en coordonnées polaires, donc avec ici comme axe de rotation l'axe des x. Donc là, j'ai dessiné une sphère pleine, un repère orthonormé à 3 dimensions, x, y, z, les 3 axes. Donc mon morceau de masse, je l'ai marqué là, ici, une masse dm, une petite masse, qui est donc à une distance r sinus θ, puisque là j'ai l'angle θ, de l'axe x. R, lui, va varier de 0 à grand R, jusqu'à la surface de la sphère. Θ, lui, va varier dans le plan xz, donc va varier de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et phi, lui, va varier sur l'axe z, c'est-à-dire sur le plan xy, donc de 0 à 2pi. Alors, si je zoome sur l'endroit où il y a mon petit dm, là, ma petite masse, eh bien, dm, c'est tout simplement égal à ρ que multiplie dv. Ρ, c'est la densité. La masse volumique, on dit parfois. Donc, ça va être égal à dv, mon petit volume, ça va être égal à, je prends chaque côté. Donc là, j'ai un côté dr, ici. Là, j'ai un côté r sinus θ dθ, parce que rappelons-nous qu'on calcule par rapport à l'axe x. Et là, j'ai un côté qui fait r d phi. J'ai donc en tout dm égale ρ r au carré sinus θ dr dθ d phi. Et donc mon intégrale j, c'est l'intégrale de r au carré dm
que je transforme en polaire. Donc le R au carré, ben, c'est le R sinus θ au carré, on l'a dit tout à l'heure. Et le dm, on l'a calculé, c'est ρ R2 sinus θ dr dθ dφ. Alors, comme je suis dans la même triple intégrale, je peux réordonner les termes comme je veux. Donc là, j'ai R au carré, et là, j'ai un autre R au carré. Donc ça me donne R puissance 4 dr. Là, ici, j'ai un sinus θ au carré, et là, j'ai un sinus θ. Donc quand je multiplie tout ça, ça me donne sinus θ au cube, dθ. Et là, il me reste le ρ ici, et le dφ ici, ρ dφ. Alors, comme c'est une intégrale triple sur ces trois dimensions, mais que la dimension R est indépendante de la dimension θ, qui est indépendante de la dimension φ, je peux diviser ça en trois intégrales. Le ρ est une constante, donc je le mets au tout début. Et donc, j'ai l'intégrale de 0 à grand R de R puissance 4 dr, puisqu'on a vu que petit r est compris entre 0 et grand R. Puis après, j'ai l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de sinus cube θ dθ, puisqu'on a dit que θ variait de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et que multiplie encore une fois 0, l'intégrale de 0 à 2pi de dφ, qui φ varie de 0 à 2pi. Alors la première intégrale R puissance 4, c'est facile, la primitive c'est 1 cinquième de R puissance 5, compris entre 0 et grand R. L'intégrale de dφ, bah, c'est tout simplement φ, entre 0 et 2pi. Et l'intégrale du milieu, l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de sinus cube dθ, est un peu plus complexe à calculer. Alors comme on sait que sinus cube θ, c'est la même chose que moins sinus cube de moins θ, eh bien, on peut simplement dire que cette intégrale vaut deux fois l'intégrale qui va de 0 à pi sur 2 de sinus cube θ. Mais sinus cube θ, je peux l'écrire sinus carré θ fois sinus θ. Et le sinus carré θ, c'est 1 moins cosinus carré θ, puisque c'est une relation remarquable bien connue. 1 est égal à sinus carré θ plus cosinus carré θ dans n'importe quel triangle rectangle. Alors, maintenant que j'ai 1 moins cosinus carré θ sinus θ dθ, je vais faire un changement de variable, je vais poser u égale cosinus θ. Donc la dérivée de du, ben, c'est moins sinus θ, la dérivée de cosinus θ dθ. Alors du coup, mon interface devient deux fois l'intégrale de... Alors le cosinus de 0, ben, ça vaut 1, et le cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. Donc l'intégrale de 1 à 0, de 1 moins u au carré, je remplace le cosinus θ ici, et que multiplie moins du. Le moins sinus θ dθ devient moins du. Et donc ça me donne i égale 2, intégrale de 0 à 1, de 1 moins u2 du. Et l'intégrale de 1 moins u2, bah, c'est assez facile. L'intégrale de 1, c'est u. Et l'intégrale de u2, une primitive de u2, je devrais dire plus précisément, c'est 1 tiers de u au cube. Je dois donc calculer 2 fois u moins 1 tiers de u au cube entre l'intervalle 0 et le point 1. Donc quand j'applique 1, j'obtiens 2 fois 1 moins 1 tiers que multiplie 1 au cube, moins, et maintenant j'applique 0, 0, donc pour le u, moins 1 tiers de 0 au cube. Donc bah, les 0, tout ça s'annule, bien évidemment. Et il me reste donc 2 fois 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 fois 2 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. Donc l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de sinus cube θ dθ, c'est égal à 4 tiers que je remplace ici. Donc maintenant, si je prends ma première intégrale dont on a pris la primitive, eh bien je remplace grand R, j'obtiens 1 cinquième de grand R à la puissance 5, moins 1 cinquième de 0 à la puissance 5, ça disparaît. Donc le 0 disparaît. Et pareil pour l'intégrale ici, avec le phi de 0 à 2pi, eh bien j'obtiens simplement 2pi moins 0, c'est-à-dire 2pi. Donc si je regroupe un peu les termes, j'ai toujours mon ρ, ma densité, ma masse volumique. Ici j'ai 4 tiers, ici j'ai pi, et là j'ai r puissance 5, je vais dire que c'est r puissance 3 fois r puissance 2. Comme ça je regroupe en 4 tiers de pi r puissance 3, et il me reste donc les 2 cinquièmes ici de r au carré. Et ce qui est intéressant, c'est que 4 tiers de pi r à la puissance 3, c'est exactement égal au volume d'une sphère. Donc si je prends le volume de la sphère que multiplie sa densité, ben je retombe sur sa masse. Et donc j'obtiens m que multiplie 2 cinquièmes de r au carré. Et donc, le moment d'inertie d'une sphère vaut 2 cinquièmes de sa masse que multiplie r au carré, r étant le rayon de cette sphère. Ouah, c'est pas simple ça, mon pacalou. Je te l'accorde, Smarty. Nous avons bien mérité nos croquettes. Oh oui, j'aime beaucoup ça, mon pacalou. Je sais, ma petite Smarty, je sais.